Décision promise, Joseph Kabila les a annoncées au Congrès. Mesures de grâce, gouvernement de cohésion nationale, le M23 doit déposer les armes au risque d'être contraint de force, sont dans les loups. Tissage de raffia qui fait nouer les deux bouts du mois à une famille, la réalité se passe à Idiofa, territoire de la province du Bandundu. Antena, le journal Mami Tambou. Merci d'être avec nous pour suivre cette grande édition d'actualité qui reçoit Guy Bomat, journaliste congolais basé à Londres, spécialiste dans les questions de Grand Lac et concertateur. Avec lui, nous allons aborder la question phare d'actualité qui reste dominée par l'adresse du chef de l'État. Devant le Congrès ce mercredi, Joseph Kabila a annoncé un gouvernement de cohésion nationale. Le M23 doit déposer les armes ou les forces armées de la République démocratique du Congo vont le contraindre de force. Le Sénat, les assemblées provinciales et les gouverneurs restent au poste jusqu'à l'organisation des élections par la CENI. On a décidé le président de la République dans son discours. Le résumé est d'Éric Izami et Plessota. Excellences, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Madame Nkosazana Dlamini Zuma, vous redire notre joie de vous avoir parmi nous en ce jour mémorable de notre histoire. Devant des témoins de haute facture, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, en plus de Madame Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, le président Joseph Kabila a comme promis donné les grandes décisions prises à l'issue de concertation nationale. Pour le chef de l'État, tous les Congolais doivent changer de méthode. Pour changer le Congo, nous devons d'abord nous-mêmes changer. Changer dans notre manière de vivre ensemble, notre manière de faire la politique, de gérer l'État et la communauté nationale, bref, de vivre la démocratie. Le gouvernement dit de cohésion nationale est imminent. Il sera le fruit de la majorité, opposition et société civile. Joseph Kabila a intimé l'ordre au Parlement à renforcer la rigueur au volet contrôle parlementaire en vue de l'instauration de la bonne gouvernance. Pour réaliser de façon certaine toutes les aspirations du peuple congolais, telles qu'exprimées dans les recommandations de concertation nationale, et les traduire en mesures d'exécution conséquentes, je demande aux autorités budgétaires et aux services mobilisateurs de recettes de tout mettre en œuvre pour doter le gouvernement de la République d'un budget crédible. À cet effet, je mettrai un soin particulier dans le choix des animateurs des institutions et dans l'application rigoureuse et systématique de la sanction pour mettre hors d'état de nuire tous les éléments susceptibles d'hypothéquer notre détermination à améliorer la condition sociale du citoyen congolais. Pour décrisper l'atmosphère politique, Joseph Kabila a signé mercredi 23 octobre l'ordonnance portant mesures de grâce. Mais il a en même temps été clair. Le M23 doit déposer les armes et se rendre sous peine d'être contraint de le faire de force par le FARDC. Les abords du Palais du Peuple, siège du Parlement, ont été ce mercredi 23 octobre noir de monde aussi. Les environs ont ressemblé à des allées où les banderoles diverses décoraient la clôture du Palais du Peuple avec des messages divers et variés. Plusieurs partis politiques soutenant la cohésion nationale pour la paix au Congo-Kinshasa ont arboré ces banderoles pour encourager les élus et les décideurs à la mise en œuvre de toutes les recommandations formulées lors de concertation nationale clôturée le 5 octobre dernier. Toujours devant le Parlement, les membres sympathisants de partis, tant de la majorité, l'opposition politique et la société civile scandaient de cris de joie à l'idée de voir se matérialiser la cohésion nationale, la paix, gage du développement en République démocratique du Congo, devant plusieurs invités venus d'ailleurs.
Et comme il fallait s'y attendre, les réactions n'ont pas tardé. Pour la majorité des élus du peuple et avertis, le chef de l'État n'arrête pas d'impressionner quant à sa capacité d'honorer ses promesses. Réaction croisée au micro de Eric Izami et Blessonda. Perçu comme un homme de parole, Joseph Kabila ne relâche pas dans son élan soucieux de paix. Pour les avertis, il place d'abord et avant tout Dieu dans ses actions. Vous savez qu'il y a un adage vieux en français qui dit que celui qui met Dieu dans tout ce qu'il fait retrouve le même Dieu dans tout ce qui lui arrive. Le président de la République n'a jamais eu de cesse de tout placer entre les mains de l'Éternel. Il commence et finit tout ce qu'il fait en le mettant entre les mains du Créateur. Comment auriez-vous voulu que celui qui procède ainsi puisse arriver à un échec? Aujourd'hui, il a parlé d'un nouveau départ. Il s'agit donc d'un remplacement de vieux succès. Kabila étend ses oreilles et garde ses yeux sur l'essentiel, preuve qu'il a réellement écouté et surtout compris. Je pense que vous ressentez ma joie. Je vous dis que le président, moi, personnellement, malgré toute la lutte, malgré tout ce que nous avons fait, je n'ai pas un seul instant cru qu'il en arriverait jusque-là. C'est une délivrance totale qui vient d'octroyer aux personnes vivant avec handicap. Évidemment, à part Dieu, c'est un grand jour aujourd'hui. Imaginez nos parents qui hésitaient d'envoyer les enfants à l'école parce que après les études, les autres ne feraient rien du tout. Et qu'aujourd'hui, tout d'un coup, on apprend que la personne avec handicap a les aptitudes à intégrer toutes les institutions de notre pays. La présidence, les gouvernements, le parlement, au niveau provincial, pareil. Donc c'est un très grand jour et vous ne pouvez vous imaginer quelle serait la réaction de la population vivant avec handicap. Les gestionnaires de la territoriale ont retrouvé leur part pour la matérialisation notamment de la décentralisation. Vous savez, c'est un processus. C'est vraiment un processus. La décentralisation sur laquelle la conférence des gouverneurs de Kananga, tenue à Kananga au mois de mars, a beaucoup insisté. Ce n'est pas un phénomène qui se fait sous forme d'un déclic. C'est vraiment un processus. Nous sommes là-dedans. Nous, les gouverneurs, nous insistons beaucoup au niveau du gouvernement central pour qu'il puisse petit à petit, mais avec une ferme détermination, mettre en application la décentralisation. Ça va vraiment permettre le développement à la base de notre pays. Plus nombreuse, la femme n'a pas été oubliée, tant pour sa représentation dans les instances de prise de décision que dans la lutte contre les violences sexuelles. Le président de la République lui-même, autorité suprême de ce pays, vient de renouveler son engagement à promouvoir la femme, à la faire participer au sein des instances de prise de décision, à l'impliquer dans le processus de restauration de la paix et du développement de notre pays à côté des hommes. Ça, c'est une grande nouvelle. Ça, c'est une avancée par rapport à la question de la promotion de la femme. Deuxième chose, le président de la République a décidé de nommer une envoyée spéciale sur les questions des violences sexuelles et des enfants dans l'armée. Je crois que c'est une appropriation au plus haut niveau. Les parlementaires ont une idée sur leur deuxième rôle, à savoir le contrôle parlementaire. En tant que parlementaire, c'est l'encouragement à ce qu'on puisse davantage intensifier le contrôle de l'État, c'est-à-dire auditer l'État au jour le jour, parce que c'est une des prérogatives du Parlement. C'est ce qui est très important, parce que souvent quand on interpelle le gouvernement, ou certains membres du gouvernement, ou certains responsables des services de l'État, on croit qu'on les enquiquine, alors que c'est notre travail. Deuxième chose, ce qui m'a intéressé le plus, c'est la mise en place à ses côtés d'un responsable qui va s'occuper de la corruption et d'enrichissement illicite. C'est très important. Un discours qui laisse d'autres hébétés, le temps de bien digérer. C'est un discours très important par sa profondeur, un discours qui marque vraiment un tournant, un discours qui marque également aussi une rupture avec une certaine manière de faire, et un discours qui marque aussi, qui imprime davantage un esprit de continuité dans la mesure où
il y a une œuvre qu'il a commencé pour une œuvre de reconstruction et il voudrait que tout en continuant cette œuvre, que chacun se rende compte, qu'il fasse un examen de conscience sur ce qu'il a été, sur ce qui n'a pas été, sur le nouvel homme qu'il doit être. Les délégués aux concertations nationales se sont retrouvés. Leurs recommandations ont été respectées. Le chef de l'État a rencontré les aspirations de la population, parce qu'il a brossé d'une manière générale, où il a rencontré toutes les recommandations qui ont été faites par les concertations nationales. Et il a pris l'engagement de les exécuter et d'aller de l'avant pour le bien-être du peuple congolais. D'une manière générale, je pourrais dire que je suis content de son discours et des engagements pris. Le discours a été un engagement ferme vis-à-vis des ennemis du Congo-Kinshasa. La paix, où le président de la République a dit que les groupes armés doivent... Ils ont des alternatives. Soit qu'ils déposent les armes et ils se rendent, c'est l'une des alternatives. Et l'autre alternative, c'est qu'on les contraint par la force. Et là, il a continué la même lignée que le Congo s'organisait pour avoir une armée forte, disciplinée, bien équipée, au standard international. Sincèrement, c'est cette décision-là qui m'a le plus plu. Par-dessus tout, le chef de l'État Joseph Kabila a appelé tous les Congolais à s'unir pour bâtir le Congo-Kinshasa dans la paix. Le chef de l'État a parlé et tous les ténors de la majorité présidentielle ont fait un bloc pour soutenir la voie tracée par Joseph Kabila pour renforcer la cohésion nationale et favoriser le développement de la République démocratique du Congo. Écoutez à ces sujets le porte-parole Cham Mandefou au micro de Eric Izami et Bessounda encore une fois. Déclaration politique de la majorité présidentielle à la suite du discours sur l'état de la nation du président de la République, chef de l'État, devant le Congrès. Mesdames et messieurs de la presse, la majorité présidentielle tient à exprimer son entière satisfaction après avoir entendu le discours du président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, sur l'état de la nation, prononcé devant les deux chambres réunies en congrès, conformément aux articles 77, alinéa 3 et 119.3 de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour. Le président de la République, fidèle à sa vision et aux idéaux de paix, d'unité et de justice, vient d'annoncer des mesures et pistes de solutions susceptibles de renforcer la cohésion nationale et le développement de notre pays. De toutes ces mesures, nous retenons le défi de matérialisation des recommandations de concertation nationale par 1. La mise en place d'un comité de suivi des recommandations de concertation nationale. 2. La nomination d'un représentant spécial du président de la République chargé de promouvoir la lutte contre les violences sexuelles et l'enrôlement des enfants dans les groupes armés. 3. La nomination d'un conseiller spécial du chef de l'État chargé de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. 4. Signature d'une ordonnance depuis ce matin portant mesure de grâce des prisonniers. 5. Mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale. 6. Suivi des dossiers des Congolais détenus, notamment à la CPI. 7. Érection des monuments en mémoire des victimes de guerre d'agression. 8. Rapatriement du reste des dépouilles mortelles de feu président Mobutu et Premier ministre Moïse Tshombe. En attendant la grande déclaration de la majorité présidentielle dans les jours à venir, la majorité présidentielle encourage le président de la République à poursuivre des réformes ainsi engagées pour l'épanouissement et le bien-être de nos populations.
Guy Moumad, je vous retrouve dans la déclaration que nous venons de suivre de la majorité présidentielle. Elle a épinglé les grandes lignes du discours du président de la République. Mais vous, de votre côté, comment appréciez-vous ces discours? C'est-à-dire, ces discours a été une surprise pour vous par rapport aux grandes décisions prises? Bon, en principe, une surprise, pas du tout, dans la mesure où, depuis un bout de temps, nous suivons le cheminement du chef de l'État, notamment par rapport à son action gouvernementale et par rapport aussi à ses propos. En clair, je viens de la Grande-Bretagne. Donc, le discours d'aujourd'hui permet une fois de plus de dire et de me convaincre et de tenter de dire aux autres compatriotes, il y a ce que les Anglais disent « a man of a word », c'est-à-dire un homme de parole. Vous vous souviendrez, le 5 octobre, à la clôture des concertations auxquelles nous y avons pris part comme délégués, le président a laissé entendre une petite phrase, mais bien significative. Je vous ai écouté, je vous ai entendu, en fait. Donc, et que, plus tard, il a dit que dans les jours qui viendraient, il va prendre des mesures importantes. Et au jour d'aujourd'hui, donc on est 23, comment dirais-je, ce 23, nous estimons et nous pouvons confirmer que les choses telles que nous les avons entendues sont arrivées, puisque quelque part, d'entrée de jeu, dans son discours, il dit quelque part que non, il s'engage à matérialiser les recommandations telles que nous avons recommandées au niveau des concertations nationales. Ça, c'est un fait. Et au niveau des autres, comment dirais-je, de la concrétisation de ces faits, il y a une certaine, mais dans une certaine mesure, il y a un certain nombre d'éléments ou des résolutions, des décisions qui viennent d'être prises au jour d'aujourd'hui par le chef de l'État et qui entrent justement dans le sens tel que voulu par les concertateurs. Peut-être plus tard, oui, peut-être plus. Et pour la diaspora, par exemple, le desiderata de la diaspora a été pris en compte, et parce que lorsque le président de la République dit quelque part qu'il faudrait faciliter les démarches consulaires auprès de ceux qui ont obtenu la double nationalité en attendant le Parlement. Oui, bien entendu, je suis délégué aux concertations comme membre de la diaspora, mais ma démarche a toujours été très simple, c'est une démarche citoyenne dont je dois parler de l'ensemble des résolutions et de l'ensemble de l'intérêt des Congolais. Bien entendu, vous l'avez évoqué, parmi les recommandations que nous avons faites au niveau des concertations nationales, nous avons demandé l'irrévocabilité de la nationalité congolaise et que quelque part, nous avons dit, compte tenu de la complexité de ce problème, qu'il faudrait, dans un bref délai, que des mesures soient prises pour faciliter le retour ou aussi, comment dirais-je, le déplacement des Congolais de l'étranger vers leur pays d'origine. Et c'est pourquoi nous avions parlé de certaines facilités. Et au jour d'aujourd'hui, solennellement, devant le Congrès et toute la nation congolaise, prise à témoin, le président de la République vient de prendre en compte cette recommandation en annonçant, en donnant des injonctions au gouvernement pour que les chancelleries puissent prendre en compte ces revendications, c'est-à-dire les facilitations des Congolais de l'étranger. Là, nous parlons des visas. Dans l'une de mes interventions ici, nous avons parlé du coût des visas au jour d'aujourd'hui pour tous ceux des Congolais comme moi qui vivent à l'étranger, bien entendu, bien que je n'ai pas changé de nationalité, bien que vivant en Grande-Bretagne depuis plus de 15 ans. Vous êtes toujours congolais? Je suis toujours congolais. Je suis fier d'avoir mon passeport congolais. Quand je viens ici, je n'ai pas besoin de visa. Mais pour l'ensemble des Congolais, puisque nous parlons de la cohésion nationale et pour l'intérêt national, nous savons qu'il y a certains de nos confrères qui vivent avec nous à l'étranger, qui détiennent une nationalité autre pour des raisons diverses. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est une réponse positive venant du chef de l'État. Ça, c'est en ce qui concerne la diaspora. En ce qui concerne l'ensemble, il y a un certain nombre de mesures qui viennent d'être mises en place ou annoncées par le chef de l'État. Je ne veux pas parler, puisque lorsque j'évoque, par exemple, en ce qui concerne le gouvernement qui sera mis en place, le gouvernement de cohésion nationale, qui va inclure la majorité, l'opposition et la société civile. Il y a 2 semaines, nous avons été invités ici, nous avons évoqué avant le discours du chef de l'État de cette éventualité, surtout le bien fondé. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits par les motivations qui ont poussé le chef de l'État donc à pouvoir annoncer cette mesure. Donc, cela se justifie par le fait que, vu la situation de l'Est de la République démocratique du Congo et vu les recommandations des concertations nationales, il a fallu qu'il y ait une sorte de bloc pour
pour faire face à l'agression ou aux guerres récurrentes à l'est de la République. Mais selon vous, tel que vous voyez les choses, les effets de changement pourront se faire à quel moment? Je dis c'est un processus, au moins au niveau de la décision. C'est pourquoi je parlais des motivations. Puisqu'il était avéré à un moment, ceux qui étaient au pouvoir au jour d'aujourd'hui, tels que la Constitution ou le mois collectif l'a voulu, ce sont les gens de l'opposition. Or, déjà le 20 décembre 2011, j'étais présent à la cité de l'OUA, où le président, lors de la prestation de serment, avait, comme diraient d'autres, tendu la main à tous ceux des Congolais qui ne font pas partie de la majorité présidentielle, de se joindre à l'action gouvernementale pour un seul but, celui de l'intérêt national. Au jour d'aujourd'hui, donc face à la guerre de l'Est, voilà une décision qui est prise. Le gouvernement d'ouverture qui sera mis en place, tel que le président l'a annoncé, sera donc constitué non seulement de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile, avec un seul but. Par rapport à la guerre de l'Est, il faudrait former un bloc pour que toutes les énergies, tout citoyen congolais ayant la passion, tout patriote, puisse contribuer. Et comme vous le savez, pour matérialiser cette volonté, il faudrait faire partie notamment des institutions, notamment le gouvernement, qui est l'exécutif. Donc c'est un appel ou une offre qui vient d'être donnée pour matérialiser la position du chef de l'État face à la guerre de l'étranger. Et là, je vais terminer sur ce point-là. Je suivais, vous savez, je suis basé à Londres. J'étais heureux. Un peu rapidement, oui. Oui, je vis à Londres. J'étais très content par rapport au rendu du discours du chef de l'État, tel que reporté par la BBC World Service Radio, où on parlait de l'annonce de la décision prise par le chef de l'État de la mise en place d'un gouvernement dont l'objectif serait pour faire face à la guerre d'agression. Voilà un peu résumé l'idée du chef de l'État et je suis bien content que le message ait pu être réélé dans ce sens sans que ça puisse donner polémique tel que les gens présentaient, comme si les gens sont allés aux concertations nationales uniquement pour former le gouvernement. Soutien d'un côté, lecture du discours de l'autre. François Mwamba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord de paix d'Addis Abeba, a fait sa lecture du discours du président de la République au micro de John Gomboa et Précieux Mangonzoli. Indiquer maintenant une feuille de route, c'est-à-dire le chemin critique à partir duquel nous allons pouvoir mettre en œuvre l'ensemble des résolutions qui ont été élaborées par les concertateurs. C'est un nouveau départ, il l'a dit, c'est un tournant extrêmement important. Je pense que c'est aussi un grand signal à nos ennemis. Les ennemis de l'intérieur et les ennemis de l'extérieur doivent pouvoir comprendre qu'en toute chose, il faut considérer la fin. S'agissant des Kampala, ça fait 10 mois qu'on a discuté. Aujourd'hui, ce que nous disons, la République démocratique du Congo a mis sur la table des propositions réalistes. De deux choses l'une, ils signent nos propositions, tout va bien. Ils ne signent pas nos propositions, eh bien ce problème sera réglé d'une autre manière parce qu'on ne peut pas non plus tendre sa main éternellement à des gens qui n'ont ni yeux ni oreilles pour entendre. Voilà, le tournant est là, allons-y. Et moi je dis à mes sœurs, à mes frères que bravo à l'ADER. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, au mois d'octobre 2013, c'est exactement les raisons pour lesquelles nous avons créé l'ADER il y a 2 ans. Lorsque nous créons l'ADER le 23 juillet 2011, notre discours n'est pas différent du discours d'aujourd'hui. Nous étions seuls, les autres ont compris aujourd'hui, tant mieux pour la République, alors allons-y. François Mwamba est aussi président du parti politique ADER. Et du côté de la population, les personnes interrogées par nos reporters souhaitent voir la concrétisation de promesses faites par le président de la République, surtout l'amélioration des conditions de vie. Micro-trottoir de Odon, Joseph Bongambo et Safi Maléo. Toute la nation congolaise a été suspendue à cette déclaration du président de la République après la concertation nationale. Je pense que, chose faite, le président a parlé, nous l'avons suivi. Nous avons suivi le contenu de son discours. Dans l'ensemble, c'est appréciable, mais je pense qu'il faut plutôt attendre que cela se réalise comme toute la nation congolaise l'attend. Parce qu'il a dit dans son discours qu'il y aura des choses qui vont s'exécuter à court terme, à moyen terme
et à long terme. Je pense que nous allons juger le contenu de ces discours par rapport à la réalité que la nation congolaise va vivre. Parce que ce n'est qu'un discours, en tout cas à ce niveau. Il faut maintenant vivre la matérialisation de ces discours. Je pense que le peuple congolais sera content si jamais tout se faisait tel que le président de la République l'a dit. Mais il faudrait que ces discours se matérialisent. Parce que je crois que ça fait autant d'années que nous suivons ces discours. Nous voulons que ces discours, cette fois-ci, se matérialisent. C'est-à-dire qu'on puisse les vivre dans le vécu quotidien de la population congolaise. Là aussi, il faudrait que quelqu'un qui va intégrer le gouvernement, lorsqu'il y a des bavures, il faut que ces gens-là soient sanctionnés. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le Koulouna, les bandits contraquent, mais aussi si on pouvait traquer ceux-là qui détournent les deniers publics, je crois que ce serait une bonne chose. Et l'envoyé spécial des États-Unis pour la région de Grand Lac et la République démocratique du Congo rassure, nous citons, les pourparlers de Kampala sont dans une phase de continuité et la politique américaine dans les Grands Lacs restera la même. Fin de citation. C'était au cours d'une conférence de presse que Russell Fengol a animée ici à Kinshasa. C'est avant-midi au Centre culturel américain. La suite avec Patricia Mouli et Pipito Matondo. Après avoir rencontré le président de la République le mardi, Russell Fengol a échangé ensuite avec la presse ce mercredi 23 octobre sur la question brûlante de l'heure, à savoir la suspension des pourparlers de Kampala. Selon l'envoyé spécial des USA pour la région de Grand Lac et la RDC, il n'est pas question de parler d'arrêt des discussions dans la capitale ougandaise car elles s'inscrivent dans une logique de continuité. Well, I can tell you, having observed pour que ce soit clair une fois pour toutes que les pourparlers continuent. Ils n'ont pas été suspendus. Donc il y a une continuité du processus actuel même. Donc il n'y a pas de suspension des pourparlers à Kampala. Donc si vous entendez bien sûr s'il y a des rapports ou si des informations que vous receviez selon lesquelles les pourparlers ont été suspendus, ces informations sont erronées. Et quelquefois ils souriaient en quittant la salle et quelquefois leur visage était fermé. Et bien sûr c'est la nature même des négociations de paix. Et pour ce qui concerne bien sûr les grands axes des pourparlers, bien sûr il y a 11 articles qui sont l'objet de négociations. Pour les diplomates américains en séjour à Kinshasa, son gouvernement est ferme. Pas de quelconque amnistie ni d'intégration des rebelles au sein des FARDC. Russell Fengol souhaite que tous les envoyés spéciaux de Grand Lac se réunissent incessamment pour trouver une issue heureuse au pourparlers de Kampala. Guy Momat, pas de quelconque amnistie. On a décidé aussi, les États-Unis d'Amérique et le chef de l'État, par rapport au pourparlers de Kampala, dit qu'il faudrait que le M23 puisse déposer les armes. Qu'en pensez-vous? Bon, en principe, c'est un motif de soulagement, puisqu'à un moment, moi je suis de près cette situation, étant donné que je me spécialise sur la question de Grand Lac. Il y a quelque temps, il y avait des supputations par rapport à la position du gouvernement congolais. Et là, je constate qu'ils sont sur la constance, le fait qu'il s'agissait simplement d'une évaluation et non de concessions. Il y a quelque temps, nous avons suivi à plusieurs reprises le ministre chargé de la communication et des médias, Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, donner la position du gouvernement. Nous avons aussi suivi le président du comité de suivi avec le même message pour dire que nous n'allons pas céder, nonobstant le fait qu'il y avait l'Ouganda et d'autres qui estimaient que le Congo avait perdu. Aujourd'hui, je suis content parce que de la bouche du président de la République, le même message a été adressé devant la nation du fait que l'amnistie sera accordée au cas par cas et que dans ce sens-là, que tout groupe armé sur le territoire congolais doit être éradiqué. Voilà, c'est un message à ceux qui étaient sceptiques ou certains qui voulaient faire passer le Congo comme étant, ou les autorités congolaises comme étant de complicité avec Kampala. Voilà, c'est un message solennel de la part du numéro 1 de la République qui dit désormais que tout Congolais entende et que la communauté internationale entende aussi. Quand j'envoie les États-Unis, je me dis, en fait, ce n'est que le message qui a été, comment dirais-je, donné par le gouvernement. Donc c'est un appui au fait, au message tel que la position du gouvernement. Donc c'est un message d'encouragement. Voilà, bref. Guy Momat, journaliste congolais basé à Londres et spécialiste dans les Grands Lacs, concertateur en même temps. Merci infiniment d'avoir été notre invité.
Je vous en prie, merci. Et avec vous, nous allons certainement nous retrouver demain pour une autre session d'actualité.